Bon, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Je remercie Fred et Pierre pour m'avoir invité à cette journée de présentation sur la sécurité en pêche sous-marine. Et donc j'en suis fier de pouvoir représenter cette activité qui est pour moi une méthode et une pratique la plus noble pour prélever du poisson par rapport à la pêche au filet et la pêche à la ligne. Mais avant tout, c'est une pêche qui est exigeante, c'est une pratique sportive qui est assez dangereuse, c'est un sport à risque et la sécurité doit être réellement une priorité. Voilà, donc en effet, donc pour pratiquer son sport favori, il est conseillé de suivre quelques bonnes pratiques. Et ce qu'il y a de réellement important, c'est de savoir que la pêche sous-marine se pratique essentiellement donc malgré que certains pêcheurs pratiquent uniquement en surface et arrivent à faire du poisson. Mais ils sont également soumis à respecter aussi des règles de sécurité importantes quant à leur présence sur l'eau et leur présence par rapport aux autres embarcations et le fait de pouvoir être à deux pour pratiquer. Alors quand on parle de pêche sous-marine, on parle aussi de réglementation. Hein, donc c'est une activité qui est très très bien encadrée. Il y a des règles qui sont strictes. Elles sont bien pensées. Et elles ont été mises en place pour la sécurité des chasseurs et pour la préservation des fonds marins. Donc, comme vous le savez bien, donc, il y a des quotas qui ont été mis en place, il y a des mailles, il y a des zones qui sont réglementées. Donc tout ça, il faut le prendre vraiment en considération et comme le précisait donc, le préfet maritime, chaque année donc, il y a des accidents en pêche sous-marine. Et l'objectif, c'est de vraiment sensibiliser le grand public, et notamment donc, pour la période estivale, où on se retrouve avec une recrudescence donc, de pêcheurs sous-marins, hein, des pêcheurs en herbe, qui passent à Decathlon, ils vont acheter un fusil harpon, ils vont se retrouver dans l'eau. Parfois, certains, ce sont souvent des jeunes qui vont pratiquer, qui sont en bonne forme physique, hein, qui pratiquent d'autres sports, et qui vont se lancer à pratiquer la pêche sous-marine. Ils ont de bonnes notions pour pouvoir descendre. Ils ont la compensation qui passe. Ils se sentent vraiment à l'aise. Mais ils n'arrivent pas à mesurer tous ces risques qui sont inhérents à cette activité. Donc les conditions requises pour pratiquer, c'est avoir au minimum 16 ans. Hein. Le mieux, c'est de pouvoir se fédérer, hein, d'adhérer à la fédération pour être assuré en responsabilité civile. Ou soit à son assurance personnelle hein, et se déclarer à la délégation à la mer et au littoral. Alors, au sommaire, je vais vous expliquer, vous parler un petit peu de tout ce qui concerne la sortie. Donc la météo, le milieu, le niveau des pêcheurs, le matériel, la pêche en elle-même. Je vais aborder assez rapidement tout ce qui est signes pré-syncopaux parce que les prochains intervenants vont évoquer ces aspects-là. Donc tout ce qui est signe perceptible par le chasseur et le signe observable aussi par l'équipier. Ensuite, les facteurs de risque hein, rapidement de la syncope, la prévention des accidents. Donc je vais donc vous passer donc un petit court-métrage qui illustre parfaitement la pêche en binôme. Je vais demander à Fred de nous donner un petit coup de main. Donc c'est un petit court-métrage qui a été réalisé par deux pêcheurs sous-marins de la côte méditerranéenne, qui est vraiment très bien fait et qui représente cette pêche en binôme qui est importante et cette complicité qu'on peut avoir dans cette pratique. Donc le reportage se passe sur l'île des Ambiers. Donc ce sont deux pêcheurs qui ont l'habitude d'évoluer tous les deux. Ils vont vous expliquer. Et nous permettre de nous améliorer ensemble. Je prends autant de plaisir à le déposer sur un endroit que je connais et de le voir remonter un beau poisson que moi de le faire quand lui me pose sur une belle zone. Il sort de l'eau ou je sors de l'eau et il y a ce moment de partage où on va se raconter comment ça s'est déroulé et on va vivre l'action. On avait envie tous les deux de prospecter, de progresser et de découvrir cette belle bleue qui s'offrait devant nous.
Et c'est comme ça qu'on en arrive là aujourd'hui, à être cul et chemise dans l'eau. Je connais par cœur les capacités de Quentin, il connaît par cœur mes capacités. Il faut avoir quelqu'un au-dessus sur les apnées plus engagées, hein. Même s'il me perd de vue par rapport à une histoire de visibilité, il n'a même plus besoin de regarder sa montre, quoi. C'est un timing qui est ancré là, dans son cerveau, et puis il sait à quel moment il doit commencer à faire lui sa coulée pour venir à ma rencontre et m'accompagner, me sécuriser sur le retour. Sur les derniers mètres, hein, c'est la zone où il faut être hyper vigilant, où le binôme doit être vraiment présent, accompagner, détecter tous les moindres signes un petit peu, une accélération, une tête qui languit la surface, qui regarde vers le haut, des petits signes là qui doivent alerter. Il ne faut pas compter quand on plonge, il ne faut pas compter sur le binôme. J'ai quelqu'un, c'est bon, je peux me pousser, je peux me mettre en danger. Non, le binôme, il est là pour sécuriser, pour optimiser, optimiser sa plongée au niveau sécu à 100%. Mais c'est après à soi d'avoir vraiment la rigueur et se connaître par cœur. Bien sur 20, 25 et puis on n'a jamais été sur 30, boum, 25 à 30. Des fois ça va vite dans l'eau claire, l'eau chaude, un beau poisson qui passe, ou des poissons qui restent un petit peu bas. L'addiction au poisson peut faire des erreurs. Il faut rester à l'écoute de soi, il ne faut pas pousser, il faut surtout que la progression soit lente, et stable, durable dans le temps. Il faut rester serein et zen, et concentré, voilà, sur ce qu'on fait. Il ne faut pas se reposer sur la routine, il faut toujours être vigilant, être là, être présent pour son partenaire, hein. C'est un petit peu comme s'il remettait sa vie entre mes mains et vice-versa, quoi. Un poisson, ouais, vaut pas une vie, quoi. Donc il faut rester lucide tout le temps.
Voilà, donc ce petit court-métrage résume ce qu'est une pêche en binôme. Ce qui est important donc, de prendre en compte quand on effectue cette sortie à deux, de préparer la sortie. Donc, comme l'expliquait si bien Lionel, c'est super important de vérifier les conditions météo, se renseigner la veille, le matin même, prendre en compte le vent, les marées, les coefficients. Donc on n'est pas trop impacté par ça en Méditerranée, mais par contre en Atlantique c'est le cas. Repérer le parcours prévu et la zone de pêche, très important également. Parfois les conditions peuvent être changeantes, une renverse de vent, une renverse de courant et la pêche, il y a tout qui peut changer. Adapter aussi sa sortie par rapport au milieu, d'accord, par rapport aux dangers, les épaves, les secs, la navigation et les filets qui peuvent être présents. Quand on parle du milieu, sur la navigation, j'ai une anecdote qui s'est produite il y a une quinzaine de jours, même pas une dizaine de jours. J'ai deux amis pêcheurs sous-marins qui sont sur Monaco, qui sont connus. Je parle de Napoléon Schiffi et Eric Passolonghi, qui ont l'habitude de pêcher avec un moteur électrique. Donc ils repèrent bien des zones au sondeur. Ils placent le moteur électrique pour se retrouver sur cette zone et ils pêchent assez profond. Ils pêchent entre 30 et 55 mètres de fond. Mais le souci, c'est que cette zone de pêche, elle se trouve sur le lieu de passage des grosses unités. Et malheureusement, ils se sont fait percuter par une grosse unité qui naviguait au pilotage automatique. Donc le propriétaire n'a rien vu et il est venu percuter leur bateau. Ils n'ont pas été blessés, une très légère contusion pour l'un, mais le bateau complètement détruit. Ça aurait pu être bien plus grave. Donc ça en fait partie des risques. Hein. Ce n'est pas uniquement les risques inhérents à la pratique en elle-même, mais c'est les risques liés au milieu qui sont vraiment importants. Le courant, c'est la même chose. Hein. Le courant peut être changeant, surtout en Atlantique par exemple. En Méditerranée aussi, on a beaucoup de renverses avec du courant et ça c'est important. Quand on pratique dans le courant, on se fatigue très vite et la fatigue se faisant, ça peut générer pas mal de soucis. Concernant la visibilité, pareil, il faut s'adapter par rapport à la visibilité. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Donc au niveau des pêcheurs, c'est pareil. Il faut pratiquer selon son niveau de pêche, son niveau d'apnée, et par rapport aussi aux techniques de pêche qui vont être employées. Donc on a plusieurs formes de pêche, hein, donc la pêche à trous, la pêche à la gâchon, la pêche à l'indienne, la pêche à la coulée et la pêche en dérive qui est pratiquée essentiellement donc en Atlantique, donc qui est une méthode un peu particulière de pêche où on va justement faire ses descentes en apnée en suivant le courant. Donc c'est très contraignant, c'est très physique et c'est aussi dangereux. Donc pareil pour le niveau des pêcheurs, les temps d'apnée en fonction des formes de pêche. Donc attention quand on va descendre en apnée pour pêcher à trous, on va consommer de l'oxygène. Hein. Donc si on descend sur des profondeurs raisonnables entre 0 et 10 mètres, c'est acceptable. Au-delà de 20 mètres, c'est très compliqué. Le moindre mouvement peut être dangereux et il faut faire attention. Quand on va aller récupérer un poisson à trous, on peut rester coincé. C'est déjà arrivé d'avoir des instants de panique pour certains et des belles frayeurs. Et surtout, comme l'expliquait tout à l'heure Lionel, le niveau physique, c'est très important. L'état de forme du moment. Si on ne se sent pas en forme pour aller pêcher sur une dizaine, quinzaine de mètres de fond, il ne faut pas le faire. Ou il faut carrément stopper sa sortie ou l'annuler et la repousser à un autre jour. Alors le matériel. Donc le bateau, très important. Vérifier l'état du bateau. Tout ce qui est le matériel de sécurité obligatoire, donc ça c'est en fonction de sa navigation. Le carburant, hein, pour éviter de tomber en panne quand on part d'un point à un autre. Le nombre maximal de personnes à bord, le mouillage. Le pavillon alpha de sécurité hein, qui est obligatoire pour les embarcations. Donc j'en reviens au mouillage. Il y a une nouvelle forme de mouillage qui est fait. Donc c'est la méthode de mouillage par GPS qui est fait par les moteurs électriques que l'on peut installer maintenant à l'avant des bateaux et qui permet de garder les points GPS. Donc si vous voulez être précisément sur cette zone,
le GPS et le moteur électrique sont couplés ensemble et ça vous maintient sur le spot. Voilà, donc c'est pratique aussi pour travailler sur des ateliers d'apnée. Si on a trop de profondeur pour mettre du mouillage, on peut mettre des ateliers en file indienne derrière et ça fonctionne très bien parce que son fonctionnement est indépendant au moteur, au fonctionnement du bateau. Donc il y a une double batterie, donc c'est vraiment pas mal. Le matériel de secours, donc, qui est obligatoire hein, pour tout ce qui est association, structure commerciale. Bon, je le conseille aussi pour les particuliers. Donc toujours pareil, tout le panel d'équipements qu'il faut, hein, la troupe de secours, les moyens de communication, la VHF, l'oxygénothérapie. Le matériel de pêche, pareil, donc vérifier son matériel toujours avant de sortir. Avoir un masque en double. Moi, j'essaye de bannir les masques où il y a un miroir dessus. Ça, c'est important parce qu'on ne voit plus le visage de son coéquipier à la remontée. Donc, vaut mieux ne pas mettre de masque miroir. Donc, soi-disant, ça permet de permettre aux poissons de ne pas voir les yeux et de rentrer plus facilement dans la zone de pêche. Mais moi, je n'en suis pas convaincu parce que je pêche comme ça, enfin, sans miroir depuis de nombreuses années. J'ai pas eu de problème pour prélever du poisson. Alors, ce qui est important, c'est protéger les flèches. Souvent, on se retrouve donc sur des planches de pêche avec un fusil qui est là en cas de besoin pour aller pêcher à trou ou autre. Et parfois, on retrouve des chasseurs avec des pointes qui ne sont pas protégées. Il suffit qu'il y ait un petit peu de courant ou quelques vagues. On se retrouve avec son partenaire, la vague elle va propulser donc l'embarcation, le petit bateau, et la flèche va venir taper sur la tête du partenaire. C'est déjà arrivé et j'en ai un qui s'est retrouvé avec des points de suture, qui m'appelle, il me dit écoute, il m'est arrivé ça. Je lui dis écoute, est-ce que tu as protégé tes pointes? Il m'a dit non. Ben, je lui dis tu prends des sandos, tu les coupes et tu protèges tes pointes, comme ça il n'y a pas de souci. Le lestage. C'est la même chose, hein, donc c'est très très important, toujours rester en flottabilité positive. En pêche sous-marine, il y en a qui ont tendance à se surlester, ils vont pêcher entre 0 et 10 mètres surlestés pour pouvoir rester au fond, c'est parfait. Et par la suite de la sortie, ils se retrouvent facilement sur 20 mètres et ils ne se sont pas délestés et ils continuent à descendre à des profondeurs qui ne sont pas adaptées. Et là, la remontée peut être compliquée. Donc s'ils ne maîtrisent pas tout ça, ça génère des accidents, hein, donc des sambas et syncopes également. Les repères, je ne sais pas si vous avez observé tout à l'heure sur la petite vidéo, les deux chasseurs avaient des marques palmées, enfin des marquages sous les palmes, pardon, ce qui permet justement d'avoir un visuel très important pour le partenaire qui est en surface, de pouvoir le repérer et de savoir où est-ce qu'il se trouve et de pouvoir anticiper justement sa remontée et de l'accompagner justement en surface. En Atlantique, ils pêchent avec des baudriers fluorescents ou soit de venir s'équiper avec un débardeur fluorescent, ce qui permet de conserver une bonne visibilité de son partenaire. Alors, comme on le répète assez souvent, la pêche sous-marine ne se pratique jamais seule. Voilà, pour assurer sa sécurité et celle de ses partenaires, il vaut mieux être à 2, voire même à 3. Malheureusement, en 2017, il est arrivé un accident à l'approche de Saint-Raphaël, enfin sur Saint-Raphaël. 3 pêcheurs sont partis un matin. Ils étaient censés pêcher à 3, mais ils ont pas pêché à 3, ils étaient chacun espacés de 5-6 mètres. Ils pensaient pêcher en sécurité, mais aucun n'était en sécurité. Et il y en a un d'eux qui a une bonne prédisposition physique, militaire, qui avait de très bonnes apnées, qui tenait plus de 4 minutes en statique. Et en fin de compte, il a voulu à un moment donné essayer d'arriver à son maximum. Il voulait faire une apnée max au fond. Et il n'est jamais remonté. Le problème, c'est qu'il pêchait tout seul. Alors ce qui est important, c'est avant la pêche, c'est prévenir une personne, de bien vérifier la météo, se protéger donc avec la combinaison, gants, chaussons, et avoir toujours sur soi donc un couteau. Alors pendant la pêche, signaler sa présence, hein, donc obligatoire. Donc c'est une bouée par pêcheur.
éviter d'accrocher à sa ceinture la bouée, parce que si on pêche à trous ou aux abords de digues, on peut se retrouver coincé, et ça c'est très ennuyant, et ça peut poser des gros soucis. N'oubliez pas que l'arbalète doit être chargée uniquement dans l'eau. Quand on évolue à deux, d'avoir toujours l'orientation du fusil, donc flèche vers le bas, d'accord. Et quand son partenaire y descend, moi je préconise de mettre le fusil en arrière ou la pointe de la flèche vers le haut, ce qui va permettre également d'être visible aussi par d'autres personnes autour, que ce soit des bateaux, en plus des bouées de signalisation, ça permet d'être visible. Alors, pour optimiser sa sécurité en évolution, alors dans une eau faible, enfin dans une eau avec une visibilité faible et du courant, ce qui est vraiment important, c'est à un moment donné, son partenaire va descendre, on va le perdre de vue parce que, arrivé à un moment, il y a 5-6 mètres de visibilité, on ne le voit plus. Et s'il y a du courant, que vous gardez la tête sous l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être déporté par rapport à son lieu de descente. Et quand il va remonter peut-être 15 mètres devant vous et vous n'allez pas le voir sortir. Et ça, c'est le gros danger en pêche sous-marine, c'est de ne pas repérer ce principe-là de courant et de visibilité. Donc moi, ce que je préconise, c'est de marquer la zone de descente avec un bobino, donc pour repérer cette zone. Ensuite, d'avoir un visuel toujours sous l'eau et sur l'eau, parce que quand il va ressortir, vous allez pouvoir le voir remonter. Et aussi, également, le pêcheur, quand il est au fond de l'eau, il est orienté dans un sens. S'il remonte en face, il va s'écarter de vous. Donc ce qui est important, c'est qu'il fasse demi-tour pour revenir dans votre direction et que vous puissiez avoir une visibilité, et lui aussi. Donc toujours pareil, hein, donc renforcer la sécurité surface avec l'arbalète, comme vous voyez sur la photo, ça permet d'être visible. Surveillez toujours le coéquipier pendant les 30 secondes suivant la remontée avec toujours ce signe OK. Donc on a parlé donc de garder un contact visuel donc sur l'eau et sous l'eau et l'accompagner pour sa remontée. Donc ce qui est important, c'est d'être visible parce que souvent on a des jet skis qui tournent autour des bouées. Et ça arrive très fréquemment, et souvent la réglementation dans la zone des 100 mètres autour d'une bouée de pêcheurs n'est pas forcément respectée. Il y en a qui passent vraiment très très vite dans cette zone-là, et il y a des dangers aussi. Il y a eu du matériel percuté, il y a eu des personnes qui ont été blessées avec les bateaux, donc soyez très vigilants. Après la pêche, donc toujours pareil, comptez les pêcheurs, surveillez les comportements de chacun, donc c'est très important. Parfois il peut y avoir des signes qui suspectent peut-être des problématiques pulmonaires derrière, et certains symptômes peuvent être révélateurs. Alors quand on parle des signes présyncopaux, donc je vais aller vite parce que c'est très court. Voilà, donc je vais stopper là. Donc je voulais vous parler donc de la samba, la syncope. La carpe, ce sont des techniques qui sont employées pour augmenter sa capacité d'apnée, mais qui se révèlent assez dangereuses. Il y a des accidents aussi également chez les apnéistes et aussi chez les chasseurs sous-marins, parce qu'on effectue donc des descentes en apnée, souvent occasionnées sur des descentes en gueuse. Enfin, c'est en gueuse, on appelle ça sur la largable, à des profondeurs entre 30 et 50 mètres, ce qui induit une descente rapide et une remontée rapide, et pouvant générer justement des problèmes d'accident de décompression. Voilà, donc je sais que les prochains intervenants vont évoquer donc, ces problématiques pulmonaires. Je crois que je pense avoir fait le tour. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est de rester sensible à tous ces facteurs-là, les facteurs de risque qui sont inhérents à la pêche sous-marine. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une bonne santé physique, de respecter la sécurité, de se respecter soi-même, de pêcher toujours à deux, c'est vraiment très important. Ne pas surestimer ses capacités du moment, c'est vraiment important, ne pas aller au-delà. Et surtout, un poisson ne vaut pas une vie. Voilà, donc je vais passer aux questions s'il y a quelques questions. Oui.
Oui, bonjour. À un moment, tu as parlé de mettre des éléments fluorescents, mais ça me paraît un petit peu en opposition avec la tenue classique du chasseur qui doit justement être camouflage. Donc, comment vous gérez ça? Alors, sur une eau chargée, donc le gilet fluorescent va permettre d'assurer la sécurité, donc c'est primordial. Le poisson, il peut être surpris parce que ça, c'est très utilisé, on va dire, en Atlantique, parce que c'est souvent utilisé en pêche en dérive. Donc, en fin de compte, le chasseur va suivre le courant pour aller descendre sur un poisson qui sont à proximité. Donc, l'action, elle est assez rapide. Et souvent, si la descente est discrète, le poisson est surpris et on peut le prélever sans problème. Donc, l'histoire de camouflage, voilà, moi, j'y crois pas trop. Ce qui est important, c'est de la discrétion. Voilà, c'est ce qui va tout faire pour pouvoir prélever facilement un poisson. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur la sécurité, la pratique en elle-même ou autre? Bon. Écoutez, je vous remercie.